Salut la famille. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode technique. Aujourd'hui, on va voir comment fonctionne un embrayage et comment l'installer sur une voiture qui a grillé son embrayage. C'est parti. Alors, l'embrayage. En vérité, l'embrayage, on dit disque d'embrayage, mais quand on change le disque d'embrayage, en général, on change plusieurs éléments. Et tout ce groupe, on va dire, est constitué donc du plateau d'embrayage, du volant moteur, du disque d'embrayage et de la butée d'embrayage. Et tout ça fonctionne d'une manière très spécifique. Donc, on va commencer par le volant moteur. Le volant moteur, lui, il se fixe avec des boulons en général, ou ça peut être avec une grosse vis centrale, avec un gros écrou central, à l'arrière du vilebrequin. Après, on a le disque d'embrayage qui vient se plaquer sur le volant moteur de cette manière-là. Et on a le plateau d'embrayage qui vient sandwicher le disque entre le volant moteur et le plateau. Ce qui fait qu'en temps normal, comme le plateau appuie sur le disque et le sandwich sur le volant moteur, tout ce groupe-là bouge à l'unisson. C'est-à-dire que ça bouge d'une seule manière, il n'y a pas de séparation. Mais quand on vient actionner l'embrayage, en fait, on appuie sur l'embrayage appuie sur la butée et la butée appuie sur le plateau d'embrayage. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a un mouvement inverse qui se fait. Quand on appuie sur le plateau d'embrayage ici, ces mâchoires-là se soulèvent, elles remontent vers le haut. Ce qui fait qu'en gros, ça libère le disque d'embrayage. Ce qui fait que le plateau et le volant moteur sont toujours fixés, mais le disque qui est à l'intérieur, il peut bouger librement. Et c'est très important parce que le disque, lui, est constamment fixé à la boîte de vitesse. Et le volant moteur et le plateau d'embrayage, eux, sont constamment fixés au moteur. Ce qui fait que quand on libère ce disque-là, la boîte de vitesse peut tourner librement du moteur. Et c'est ça qu'on appelle débrayer. Parce que quand on débraye ces deux éléments-là, la boîte de vitesse tourne à une vitesse différente du moteur, et c'est là qu'on peut passer nos vitesses. Parce que quand la boîte de vitesse tourne à la même vitesse que le moteur, c'est qu'on est embrayé. Et une fois qu'on a passé notre vitesse, on relâche l'embrayage. Du coup, ces mâchoires-là relâchent le plateau d'embrayage. Le plateau se remet en appui sur le disque, il refait le sandwich, et toute cette unité rebouge, recommence à tourner d'un seul mouvement. Et là, on a rétabli le mouvement, un mouvement continu entre le moteur et la boîte de vitesse. Et en gros, c'est comme ça que ça fonctionne un embrayage. L'embrayage est fait principalement pour séparer le moteur de la boîte pendant les passages de vitesse. Et voilà, c'est parti. Maintenant, on va passer au montage sur la voiture. Let's go! Ouais, mais avant, on va peut-être essayer de démonter l'ancien. Allez, c'est parti. Donc, le cobaye du jour, c'est une BMW E46. C'est une 328, donc un 6 cylindres de 2,8 litres. Et on va commencer déjà par enlever la ligne d'échappement. Donc on a 3 boulons à ce niveau-là. Pour les downpipes. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà commencé, j'en ai déjà pété 2. Donc ça annonce beaucoup de fun pour la suite. On a des supports à ce niveau-là pour la ligne. On a quelques attaches aussi au niveau du silencieux à l'arrière. Une fois qu'on aura fini ça, il faudra enlever donc l'arbre de transmission avec le flector. On va voir son état et on va voir comment le remonter correctement parce qu'il a un sens de remontage. On va enlever aussi au niveau du croisillon parce que là aussi il y a une position à respecter. Et une fois qu'on aura enlevé tout ça, on pourra avoir accès à la tringlerie de boîte qui est en haut. Et après, on pourra s'attaquer à dévisser tous les boulons du tour de boîte. Ceux d'en bas vont être très simples, ceux d'en haut vont être bien plus compliqués et je vais vous expliquer en temps voulu comment ça se fait. Allez, c'est parti.
Alors la famille, on fait un petit point d'étape. Donc maintenant qu'on a enlevé la ligne et le pare-chaleur en fait, je viens de remarquer ça. Déjà l'arbre de transmission, il a un léger jeu. Comme vous pouvez le voir, le palier central, il commence à se balader. La voiture a je sais pas, elle doit avoir 200 000 bornes, 150 000 bornes. Donc le palier central commence à aller focus. Il commence à être fatigué. Le flector en lui-même, franchement, il est en bon état, donc il n'y a pas à le changer. Et maintenant, ce qu'on va faire, du coup, c'est que... Oula, c'est pas très lumineux tout ça. 2 secondes. Alors, comme je disais, à ce niveau-là, sur l'arbre de transmission, donc on va faire des traces au niveau de l'arbre et au niveau de la bride, pour indiquer la position. C'est important parce que... Bon, alors l'arbre de transmission a été équilibré tout seul, mais le reste de la ligne d'arbre doit être équilibré de la même manière que quand elle est sortie d'usine. C'est pas une condition sine qua non, c'est pas une obligation, mais c'est une bonne pratique pour éviter qu'au remontage, ça vibre à une certaine vitesse. Donc on va faire une trace à ce niveau-là, et une trace au niveau de la bride du différentiel. Comme ça on est sûr que tout est synchronisé. Et on va faire exactement la même chose au niveau du flector, avec la boîte de vitesse. Et on continue, c'est parti. Alors, maintenant qu'on s'est débarrassé de l'arbre de transmission, on va passer à la tringlerie de boîte de vitesse. Donc, comme vous pouvez le voir ici, on a un genre de clips. Ce clips là, il faut l'enlever. Et on a exactement le même, on a son homologue au niveau de la boîte de vitesse au fond. Et le voilà, il est exactement au centre de l'écran, c'est pas très clair, je vous mets une photo juste à côté. Et il faut juste le soulever et le sortir. Et ça nous permet de libérer la tringlerie de la boîte de vitesse. Et après on peut commencer à désassembler les vis du tour de boîte. Je vous mets la photo à côté. Donc il y en a quelques-unes de côté, il y en a quelques-unes du côté passager. Mais les plus chiantes, en fait, il y en a 4 en haut. Et celle-là, il faut une méga rallonge pour pouvoir les dévisser. Donc il y en a 2 pour le moteur et 2 pour le démarreur. Et on commence tout de suite. Bon, pratiquement après une demi-heure de prise de tête, j'ai réussi à enlever les boulons qu'il y a au-dessus. Là, on arrive à les voir plus ou moins. Ils sont tout au fond. Et voilà ce qu'il a fallu utiliser. Donc une succession de rallonges avec une rallonge de levier gigantesque et un croisillon à l'avant pour pouvoir accéder à l'endroit très difficile. Comme vous l'entendez à ma voix, je suis pas mal essoufflé. Donc ouais, le démarreur a été enlevé aussi. Là j'ai laissé quelques boulons dans le tour de boîte pour pouvoir tenir la boîte. Et maintenant on va mettre le cric d'atelier sur la boîte de vitesse. Et on va la descendre. Allez, retour au timelapse. C'est parti. Alors, j'avoue que j'ai jamais vu un tel carnage. Bon, le plus important, c'est que l'arbre primaire de la boîte est bon. La butée a l'air pas mal.
Mais il y a tous ces bouts de limaille de je ne sais quoi à l'intérieur. Regardez-moi ça. Mais ce qui est sûr, c'est que le mécanisme a chauffé. Il est noir en fait. Il est tout noir. Et c'est trop bizarre. Pour info, normalement, ça doit ressembler à ça. Il doit être couleur métal. Il doit être propre en fait. Donc, je suppose que l'embrayage a dû tellement patiner, tellement frotter. D'ailleurs, ça se voit là. Dans les interstices, on voit que l'embrayage a l'air d'être collé. Enfin, de toute façon, on va procéder au démontage tout de suite du plateau. Comme ça, on va voir l'étendue des dégâts. C'est parti! Alors, voilà l'embrayage que je viens d'enlever. Il est massacré. Il reste plus rien. La surface est vraiment rugueuse des deux côtés. On sent que l'embrayage a patiné à mort. Et d'ailleurs, je sais pas si on peut entendre dans la vidéo, mais il a tellement été carbonisé qu'il est devenu crunchy. On dirait des céréales ou des chips. Bon, enfin en clair, cet embrayage-là, il sert plus à rien du tout. Et voilà le plateau. Le plateau, on voit qu'il a tellement chauffé qu'il y a des points de surchauffe qui sont apparus. Ouais, en clair, il est mort. Et pour comparaison, voilà à quoi ça doit ressembler. Voilà l'embrayage neuf. Voilà son épaisseur. Il est quand même pas mal épais. Ouais, celui que j'ai enlevé, il n'y a rien à l'intérieur. En gros, il n'y a rien du tout. Et voilà à quoi doit ressembler la surface du plateau. Là, on voit les deux surfaces côte à côte. C'est... Voilà quoi. La vidéo parle d'elle-même, je pense. Et ça c'est la surface du volant moteur. Donc vous voyez, elle est bien usinée quand elle est neuve. Mais même après plusieurs milliers de kilomètres, elle doit toujours ressembler à ça. Quand on maltraite pas l'embrayage, on va dire. Et ça, c'est la surface du volant moteur. Et la même chose, c'est comme la surface du plateau. On sent qu'elle a chauffé, mais énormément. Le métal est devenu bleu. Et ça, typiquement, c'est un volant moteur qui est à jeter. Et le pire, c'est que comme c'est un bimasse, on peut même pas le resurfacer comme on le faisait avant. Là, c'est vraiment mort. Là, il faut vraiment tout changer. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Allez, c'est parti. Alors, il y a un truc qu'on peut faire aussi quand on change l'embrayage, c'est changer le joint spi. Et le joint spi, joint spi côté Villebrequin. Et il est de ce côté-là. Donc ouais, c'est le joint en fait qui empêche l'huile de sortir de l'arrière du moteur, de l'arrière du Villebrequin. Et en général, bon, quand on change l'embrayage, c'est toujours une bonne idée de faire le joint spi. Mais là, en l'occurrence, le joint est totalement sec, il n'y a rien du tout qui transpire. Donc dans notre cas, on ne va pas le faire. Du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est nettoyer un peu le tout, présenter le nouveau volant moteur, serrer le tout au couple et faire toutes les étapes dans le sens inverse. Et vu que je n'ai pas démonté, enlevé la pression du récepteur d'embrayage, j'aurais pas besoin de faire de purge. Du coup, dès que c'est remonté, dès que tout est replacé, techniquement, ça doit fonctionner du premier coup. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. C'est parti. Alors, je viens de me heurter à un problème. Donc bon, avant tout, les boulons ont été serrés. Au couple, tout est bon. Mais je viens de me rendre compte d'une chose très importante. C'est que je n'ai pas de centreur de disque. C'est-à-dire que quand je poserai mon disque, il pourra se balader en fait. Et ça, c'est pas bon. Parce que quand on va remettre la boîte, l'axe primaire de la boîte devra rentrer dans ce roulement-là, dans le roulement de pilote du Villebrequin. Et si l'embrayage n'est pas centré, le nez de la boîte, donc de la primaire, ne sera pas centré. Et il ne rentrera pas ici. Il rentrera, mais vraiment en force. Et ça ne sera pas bon pour la boîte. Et du coup, ce que je vais faire, c'est... Bon, alors déjà, on va positionner le disque. Et bien le positionner. Parce que comme vous pouvez le voir,
il ne se positionne pas dans ce sens-là. Parce qu'il est dans ce sens-là, le côté intérieur du disque va frotter sur le volant moteur. Donc il faut le mettre dans l'autre sens, comme ça. Et la plupart du temps, il y a un marquage, mais bon, sur celui-là, encore une fois, il n'y a pas de marquage. Mais bon, l'idée, c'est de le mettre comme ça. C'est-à-dire que le renflement du disque doit correspondre à l'évidement du plateau. Donc, on va positionner le tout. Tac. En essayant de tout tenir, histoire que ça ne se casse pas la gueule. C'est pas facile parce que c'est lourd. Alors, il y a des ergots de positionnement. Tac, les voilà. Une fois que tout est positionné, voilà, le volant moteur est à l'intérieur, plutôt le disque d'embrayage est à l'intérieur. Il est monté, mais il est en position assez lâche. C'est-à-dire qu'on peut le bouger. On positionne après deux boulons en diagonale. Et on commence à les serrer. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'avec les doigts, on va essayer de synchroniser la position du disque d'embrayage avec celle du plateau d'embrayage et essayer de voir si la distance de bord à bord est identique. Et une fois qu'on sera à peu près bon, parce que c'est vraiment du pifomètre, on pourra engager, on pourra commencer à serrer. Et après avoir de bonnes nouvelles quand on aura quand on va mettre la boîte de vitesse. Alors là, c'est plus ou moins bon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la caméra et je vais essayer de voir dans l'axe du vilebrequin. Tac. Et voilà, comme vous pouvez le voir, normalement, le disque d'embrayage est aligné avec le roulement pilote et le vilebrequin. Et du coup, ce qu'il reste à faire, c'est mettre les autres boulons du plateau, serrer le tout au couple et remonter notre chère boîte de vitesse. C'est parti. A few moments later. Et c'est parti pour le test ultime, le test final. Est-ce que la voiture va marcher? Alors, on a l'embrayage, le ressenti de l'embrayage, franchement il est bien meilleur qu'avant, la pédale est beaucoup moins dure. On vérifie qu'on est au point mort, tac, c'est bon. On démarre la voiture. Ça démarre, on est bien. L'anti-patinage est activé, on est très bien. Allez, on débraye. Première, déjà la vitesse passe, c'est déjà bien. Alors, on lâche l'embrayage doucement, doucement. Et le compteur de vitesse monte, donc on est bon. On passe la deuxième. Excellent, là je sens les roues qui tournent. La vitesse augmente. Et on a les roues qui tournent. Donc on est bon. On va monter directement en quatrième. Comme ça. Hop. Le compteur de vitesse monte. La vitesse augmente. Et on n'a pas de vibration. Donc on est bon. Et ça fait plaisir. Hop. Du coup, c'est ici qu'on termine la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur les embrayages, leur fonctionnement et comment le démonter sur cette voiture en particulier. Donc une E46. Cette procédure est valable pour les 4 cylindres, pour les 6 cylindres, qu'ils soient diesel ou essence. Ça se fait de la même manière. C'est beaucoup plus facile de le faire d'en bas. Après, il y a des petites variations selon les véhicules, mais c'est principalement comme ça que ça doit se faire. Sur ce, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la partager, de vous abonner, de liker
Et on se revoit à la prochaine vidéo. Normalement, ça va être l'épisode final de la Mini, où elle va rouler définitivement. Et il va y avoir une petite surprise. Enfin, vous allez voir. Allez, salut!